Janssen, pour rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes chirurgien, diplômé de l'UCL, vous avez un goût prononcé pour l'enseignement. Vous menez avec dévouement et passion ces différentes missions. Et puis petit à petit, vous réalisez qu'il vous manque une dimension dans la médecine que vous pratiquez, l'approche globale du patient. Alors vous avez cette intuition qu'il vous faut changer radicalement de mode de vie et vous devenez ainsi petit à petit psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des patients atteints de maladies physiques. Avez-vous le sentiment d'avoir reçu ce changement radical un peu comme un appel? Ah oui, c'est clair, comme un appel de la vie. Je crois que j'étais un peu coupé de la vie. J'étais dans ma tête avec des idées préconçues sur ce que devait être mon existence. Je m'étais mis une très forte pression, avec beaucoup d'ambition. J'avais cette carrière de chirurgien, de professeur qui se dessinait devant moi. Et un jour, je me suis retrouvé vraiment pris par une forme d'angoisse, mais en quelques secondes. Hein. Et le jour où je prenais des fonctions hiérarchiques à l'Institut Bordet, et j'ai entendu une voix, vraiment ma voix. Mais je l'ai entendue résonner comme je m'entends vous parler maintenant, et elle disait « si tu restes ici, tu vas mourir ». Et c'était tellement évident que j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit ma lettre de démission, et 10 minutes plus tard, j'étais parti. Et j'ai jamais douté que c'était juste, jamais. Parce que je l'ai senti. C'est pas la tête qui m'a dit, c'est pas un choix, vous voyez, il n'y a pas un pour et un contre. Enfin si, c'était un choix, plutôt, c'était pas une décision, il n'y avait pas un pour et un contre. Oui. C'est vraiment un choix de tout l'être qui dit oui ou non. Et après, ça s'assume. Oui. Vous avez senti un vide en un premier temps, ou une angoisse, d'abord une une espèce de grande joie et surtout une sorte d'exaltation dans le sens où j'avais l'impression que j'étais le maître de ma vie et que je pouvais tout décider. J'avais 37 ans et le temps me paraissait indéfini devant moi, illimité. Et puis les angoisses sont arrivées quelques semaines plus tard quand les factures ont continué à arriver et que moi je me suis rendu compte que je n'avais pas, même pas droit au chômage puisque j'avais abandonné mon métier et il a fallu se ressaisir d'une certaine manière et voilà, j'ai trouvé un travail, j'ai effectué ce travail pendant quelques mois, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et sur le pouvoir aussi qu'on peut exercer, non pas sur le monde mais sur sa vie intérieure. Et puis progressivement, les choses se sont réorganisées pour revenir vers finalement la relation à l'autre, la relation d'aide, la relation de soins, mais d'une toute autre manière. C'est vrai qu'on vous sait maintenant passionné par de nombreuses approches de la santé en général, notamment par une approche énergétique du patient et de nombreuses approches. Et comment concilier une médecine moderne, technique, performante, basée sur les évidences, et une approche finalement plus traditionnelle, comme on peut la trouver dans la médecine chinoise, toutes sortes d'approches qui vous parlent et qui vous touchent. Parce que pour pratiquer toutes ces médecines et en tirer le meilleur pour le patient, il faut un certain degré d'expertise et j'ai envie de dire que ça ne s'improvise pas. Je vois bien qu'à l'intérieur de la discipline, comme par exemple l'hématologie, pour parler de quelque chose que je connais, on s'hyper spécialise tous. Et comment peut-on utiliser avec compétence des techniques qui font appel finalement à des concepts tellement différents? Comment se parler, trouver un langage commun pour accéder à une médecine intégrée, comme vous le dites, intégrative. Mais vous savez, je vais vous faire une double réponse et peut-être que les deux ne vont pas paraître cohérentes et pourtant, vous verrez, pour moi, il y a une logique. La première partie de cette réponse, c'est que si effectivement on veut créer une médecine intégrative, c'est-à-dire qui va chercher le meilleur de ce qu'il y a dans différentes approches qui font partie du patrimoine thérapeutique de l'humanité, il faut déjà abandonner son ego de soignant qui se réfugie dans ses certitudes, ses croyances. Il faut s'ouvrir aux croyances des autres et en tout cas comprendre qu'il y a peut-être un langage commun au-delà des apparences, au-delà des représentations qui sont dépendantes d'une culture donnée à un moment donné. Même la science n'est qu'une représentation d'une réalité beaucoup plus subtile qui est le vivant. Et donc, ça demande un effort parce que d'abord il faut une grande ouverture d'esprit, il faut avoir envie de s'intéresser, une vraie curiosité, et puis une capacité de dialoguer, d'écouter l'autre et de faire ces ponts, et de trouver un langage commun. C'est ce que j'avais essayé de faire dans mon livre « La solution intérieure », mais c'est un immense travail de faire ça. Et puis, la deuxième partie de ma réponse, ça serait de dire que
au lieu de s'hyper spécialiser justement, parce que je crois que nous sommes trop spécialisés aujourd'hui, et je vais peut-être choquer en disant ça, mais même dans des spécialités comme l'hématologie, etc., où on fait des recherches extraordinaires et on a des résultats ou des découvertes très intéressantes, à la limite, ça me paraît un peu superflu. Et je le dis presque d'une façon caricaturale, mais pour vous faire comprendre qu'il y a toute une philosophie là derrière qui mériterait, à mon sens, d'être repensée, plutôt que d'aller dans l'hyper-spécialisation, l'hyper-innovation, qui engendre hyper-production de remèdes, de technologies et hyper-consommation, dans un monde de plus en plus complexe, et nous voyons bien qui s'éloigne de plus en plus du vivant, parce que ce n'est pas en découpant la matière en petits morceaux qu'on va arriver à comprendre ce qu'est la vie. On ferait mieux, je pense, et c'est pas exclusif, c'est pas ça ou ça, mais on ferait mieux de repenser qu'en allant vers plus de simplicité, en allant en amont de tout ça, c'est-à-dire de non plus réparer les choses quand elles ne vont pas, mais d'essayer de mieux comprendre quels sont les principes élémentaires et essentiels et très simples de la vie, et aider les gens à les respecter. Je dis souvent, le médecin, docteur, ça vient de docere en latin, qui veut dire enseigner. Si seulement, au lieu de passer notre temps à réparer les machines cassées, nous enseignons à l'individu comment préserver sa santé. Et si nous, médecins, nous militions pour que nos sociétés et les élites au pouvoir dans ces sociétés fassent vraiment acte d'intelligence pour repenser la façon dont nous vivons, dont nous innovons, dont nous produisons, dont nous consommons. Parce que la médecine, finalement, est un peu comme un pompier qui essaye d'éteindre un feu qu'elle allume elle-même. Oui, non. Voyez ? Il y a un travail en parallèle à faire. Énorme. Il y a l'urgence, mais derrière ça, il y a de la prévention. Énorme. Et quand je vois comment les hôpitaux fonctionnent aujourd'hui, c'est caricatural, dans le sens où ils sont traités comme ils sont gérés comme des entreprises, avec des impératifs, si ce n'est de croissance, en tout cas de performance et de rentabilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les hôpitaux soient rentables, et je ne dis pas que la croissance est quelque chose d'absurde, mais la vie n'est pas croissance. La vie est équilibre. Entre des phases de croissance et de décroissance. Et comment imaginer qu'on puisse rester en lien avec la vie et apporter de la vie aux patients dans des hôpitaux, et même apporter de la vie aux soignants dans des hôpitaux, alors qu'ils sont soumis à un dogme qui est loin de la vie. Voyez ? Donc c'est tout ça qui doit être repensé. Et comment faire entendre votre voix à l'heure actuelle où les hôpitaux ne sont plus gérés par des médecins mais gérés par des financiers? Ça me fait très peur. Vous savez, je suis régulièrement invité par des associations ou même des dirigeants dans les hôpitaux au niveau des cadres infirmiers ou même des médecins. Et je les entends parfois presque pleurnicher, se plaindre et dire mais ça devient dur, les infirmières qui disent qu'elles n'ont plus que des papiers à remplir, qu'elles passent 2 heures de leur journée près des patients et 7 heures ou 5 heures à remplir des tas de formulaires ou se disperser dans des tâches administratives. Et je leur dis mais arrêtez de pleurer, sauvez votre métier, rappelez aux autorités qu'eux ne savent pas ce que c'est un malade, ne savent pas ce que c'est un soignant, et c'est à nous à défendre notre métier. Il y a un enjeu énorme là derrière. Et plutôt que de descendre dans la rue pour mieux gagner sa vie, il va falloir descendre dans la rue pour dire stop. On a quelque chose à préserver. Vous savez, récemment, j'étais dans une réunion comme ça où j'exprimais ce que je vous dis là, et on m'a répondu « Oh, mais de toute façon, dans quelques années, ils sont déjà prêts, des robots distribueront les médicaments et feront les prises de sang. » Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut construire comme société ? Non. On sera obligé de revenir en arrière, clairement. À un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas se le payer. Non. Hein, et je vais vous avouer que j'ai bon espoir que ce soit la nature qui nous impose sa loi. Et peut-être qu'on va devoir vraiment changer nos modes de fonctionnement parce qu'elle-même va nous rappeler à l'essentiel. On sent qu'il y a tout un côté préventif des maladies. Et dans ma pratique d'hématologue, je vois le cancer, la leucémie en particulier, frapper des personnes qui, pour la plupart, semblent équilibrées, tant sur le plan relationnel que sur le plan physique, épanouies. Et finalement, je n'arrive pas à trouver un profil psychologique ou une fragilité commune, au point que, sincèrement, je me dis que l'impact du psychique sur la survenue du cancer, puisque je travaille dans ce domaine, est finalement faible ou peut-être inexistant. Et j'ai tendance à voir la maladie un peu comme la faute à pas de chance, comme une injustice énorme qui me donne une rage, une envie de me battre avec le patient. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment vous réagissez par rapport à cette façon avec laquelle... Je monte dans l'hélicoptère. Je veux dire par là que
pendant mes études de médecine, on m'a appris à me rapprocher des choses, à les couper en morceaux et finalement à faire ce que tout l'Occident fait depuis la Grèce classique, à savoir rentrer dans une pensée analytique, en cherchant une cause pour expliquer un effet. Et la vie est d'une complexité inouïe, et la maladie, qui est un phénomène de la vie, est également elle-même complexe. Ça me paraît totalement absurde, même idiot, je vais vous dire, d'imaginer qu'on peut trouver une cause pour expliquer une maladie. Donc il faut monter dans l'hélicoptère et voir la maladie comme un phénomène complexe de la vie, multifactoriel. C'est Georges Canguilhem, philosophe et médecin français, qui dans sa thèse « Le normal et le pathologique » avait dans les années 30, d'ici justement, et ça rejoignait ce que nous disent des médecines plus traditionnelles, qui ont une vision plus globale, moins analytique, comme la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, science de vie, disent les Indiens de la tradition. Georges Canguilhem disait « La maladie est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. » Mais cette situation, il faut comprendre quelles sont ces perturbations. Et elles sont souvent multiples. Et c'est un point de trop qui fait que tout d'un coup, l'organisme invente des symptômes pour lutter contre ce déséquilibre et essayer de retrouver une nouvelle forme d'équilibre. Parce que finalement, qu'est-ce que la bonne santé ? C'est la capacité de s'adapter aux perturbations de la vie. Et on dit souvent, il est malade, il est en mauvaise santé. Non, il était en mauvaise santé et il est tombé malade. Il était en mauvaise santé parce qu'il ne savait plus s'adapter aux perturbations de la vie et il y a eu une maladie qui est arrivée. Alors le cancer, je pense que c'est très, très souvent, sans doute toujours, mais bon, il faut l'humilité de peut-être mettre le très souvent plutôt que le toujours, mais le cancer me paraît être une maladie multifactorielle qui est une tentative de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. Et parmi les perturbations, il y a chez certains des prédispositions génétiques, mais on sait, grâce à l'épigénétique aujourd'hui, parce qu'on commence à faire acte d'humilité, que c'est l'environnement qui interagit avec le génome avant de l'exprimer. Il y a justement dans l'environnement des facteurs comme des agents carcinogènes, des infections, des microtraumatismes ou des macrotraumatismes, mais il y a aussi les stress que nous nous imposons et qui changent l'environnement intérieur de l'organisme et ses capacités d'adaptation et d'épuisement, etc. Et donc, je pense qu'on ne gagnera pas cette fameuse bataille contre le cancer en allant disséquer de plus en plus intimement les mécanismes de ce cancer. Il va falloir simplement monter dans les hélicoptères, enfin simplement changer la société, comprendre, et ça je demande un tel changement de vie. Vous savez, quand je pratiquais la chirurgie à l'hôpital Erasme, non, c'était pas à l'hôpital Erasme, c'était quand j'étais en France, à Paris. Il y avait un assistant dans le service qui était camerounais. Et son père était un guérisseur au Cameroun, guérisseur traditionnel, mais lui avait voulu faire la médecine occidentale. Et on était en train d'opérer un cancer de la vessie, ça dure assez longtemps, puis il faut reconstruire la vessie avec de l'intestin et tout ça, donc on a le temps de parler. Et à un moment donné, il me dit, le cancer c'est quand même une drôle de maladie, c'est une maladie tellement vivante. Et je dis, oui, mais pourquoi tu dis ça ? Ben oui, il dit, ce sont des cellules qui retrouvent des propriétés quasi embryonnaires avec leur potentiel de division et leur vitalité invraisemblable. Et puis finalement, il finit par envahir tout l'endroit où il est né, quitte à envahir tout cet organisme, à tuer cet organisme et à se tuer lui-même. Je dis, oui, tu as raison. Alors il me dit, peut-être que pour prévenir ou guérir du cancer, il faut être plus vivant que lui. Mais nous sommes tellement loin de la vie. On comprend tellement peu ce qu'elle nous demande. Et il a rajouté, et peut-être que le cancer, l'être humain est le cancer de la Terre. Parce que nous sommes ici exagérément vivants, nous occupons exagérément d'espace, et peut-être que nous ne sommes plus du tout adaptés à cette vie et que nous lui faisons de l'ombre et qu'elle va nous rappeler à l'ordre, par exemple par ce genre de maladie. Tout ça nous pousse en tout cas à revenir à une vie probablement plus simple, beaucoup plus simple, plus respectueuse, plus fraternelle. Oui, beaucoup plus simple. Mais ça passe par une médecine qui se simplifie. Je suis effrayé aujourd'hui de voir des étudiants en médecine qui ne savent même plus palper un cœur. Quand j'étais en cours de sémiologie, évidemment ça remontait à 30 ans, mais on palpait la pointe du cœur, on se faisait une idée sur une hypertrophie cardiaque. On n'avait d'ailleurs pas les échos à l'époque. Aujourd'hui, tout de suite, écho, on vous fait toute une batterie d'examens. Et ça pousse à continuer à innover, continuer à produire, continuer à consommer, complexifier le monde, alors que si on retournait à plus de simplicité, on
on irait dans le sens de la vie, ce qu'elle nous demande, vous voyez. Et alors je sais que ça fait un peu réactionnaire, cette façon de parler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus utiliser les échographies cardiaques, mais si on les utilisait à bon escient. Hein, merci en tout cas pour cette remise en question. Et je vous souhaite une bonne continuation. Oui, une bonne vie à vous. Merci beaucoup. Merci.